Donc là, si je me mets à la place du producteur, je me demande, mais est-ce que finalement c'est pertinent d'utiliser des biostimulants sur Point Cécile? Ouais, mais là, je vais me faire assassiner par les producteurs de biostimulants. Prêt à faire pousser votre savoir-faire? Bienvenue dans le podcast d'Astrodor Sud-Ouest dédié aux pros de l'horticulture et de la pépinière. Rejoignez-nous pour découvrir les trucs et astuces du métier, partager des solutions concrètes pour relever vos défis quotidiens et explorer ensemble les dernières avancées techniques. Avec chaque épisode, avancez un peu plus dans le monde pratique de la production. Bonne écoute Et on commence. Les biostimulants sont souvent perçus comme des solutions prometteuses, favorisent la croissance, améliorent la résistance au stress, stimulent le développement racinaire, mais qu'en est-il vraiment sur le terrain? Dans l'épisode précédent, nous avons défini ce que sont les biostimulants. Aujourd'hui, je suis une nouvelle fois avec Nicolas Guibert, ingénieur d'expérimentation à Astrodor Sud-Ouest, qui va nous partager ses observations sur les essais réalisés à la station pour tester certains de ses produits. Bonjour Nicolas, est-ce que tu peux nous faire un retour sur ces essais? Bonjour à tous. Alors le sujet des biostimulants est travaillé depuis très longtemps à la station. Les biostimulants microbiens ont été travaillés très tôt. C'est Jean-Marc Deogracias qui a travaillé beaucoup sur ce sujet-là. Et puis dans le cadre du programme régional Nouvelle-Aquitaine, on travaille le sujet depuis 2016 avec 3 années d'essais sur cyclamène et depuis 2019, on travaille sur Point Cécile. Ce projet-là, en fait, il y a eu un projet régional d'une dizaine d'années. Et avant, il y avait aussi encore des essais. Oui, il y a eu beaucoup d'autres essais, mais plus sur de la biotisation des substrats. On était sur des substances plutôt biostimulantes. Donc alors ce projet, donc là on va plus parler du projet régional qui a été fait ces dernières années sur Point Cécile. Oui. Ça va être quoi les objectifs justement de ce projet? Alors à la base, le projet visait à tester une large gamme de biostimulants majoritairement présents sur le marché ou en développement, mais qui devait être mis sur le marché quand même assez rapidement. Et de le tester, donc pourquoi sur Point Cécile? Parce qu'on voyait qu'on avait une culture qui pouvait être irrégulière, qui pouvait subir des stress abiotiques importants. Le Point Cécile, on reçoit le jeune plant en plein été, on le reporte en juillet. D'où l'intérêt d'utiliser des biostimulants sur cette culture pour essayer de favoriser la reprise, l'enracinement en plein cœur de l'été. Oui, parce qu'il y a plusieurs risques en fait sur cette culture-là. C'est ça. Pour ce projet régional sur les biostimulants, vous avez travaillé avec quels produits à la station, avec quels partenaires? Alors on a travaillé avec beaucoup de produits et beaucoup de partenaires que je remercie ici parce qu'ils nous ont tous donné leurs produits à tester, donné des échantillons. Alors d'abord il y a 2 références qui avaient été identifiées parce elles le sont peut-être toujours, très utilisées en production. D'une part l'Osiril de Fraissinet et d'autre part le Basse-Foliar Kelp. Il y a plusieurs formes, Basse-Foliar Kelp Oligomax ou Basse-Foliar Kelp Bio-SL, donc là de compo. Donc on est sur un produit Osiril avec le composant Osir, issu de la décomposition des lignines du bois. Et le Basse-Foliar Kelp, qui lui pour le coup est un produit à base d'algues, Ecklonia maxima, et qui peut être un peu enrichi ou pas avec des éléments fertilisants ou des minéraux. Le Oligomax SL par exemple, il contient un peu d'urée et quelques oligo-éléments. On a travaillé pendant plusieurs années avec Agroxine, qui avait des produits en développement et qui nous les donnait à tester. Donc ça c'était intéressant pour voir un petit peu ce qui pouvait arriver sur le marché, pour accompagner leur dossier d'homologation. Il y en a un qui a été homologué en 2020 je crois, qui s'appelle le FertiSpring. Ensuite on a travaillé avec Coppert, sa stratégie Natugro, qui utilisait donc le Trianom P, mais aussi Viditerra et Vidiparva. Aujourd'hui, on est toujours sur une modalité Coppert avec Vicimicodé, donc un produit qui contient plutôt une mycorhize, un produit microbien. On travaille aussi depuis le début avec Agronutrition et on a testé quasiment chaque année, depuis le début du projet, le produit Baseos, qui s'appelle donc aujourd'hui Baseos Leak Endo. Donc aujourd'hui, il contient une endomycorhize. C'était pas forcément le cas au début, c'est un produit qui a évolué. Depuis plusieurs années, on teste aussi le produit Steam Pure Liquid, qui est un produit à base d'algues Ascophyllum nodosum et qui est vendu en Europe par Vaniperen, qui vend aussi des éléments fertilisants. À la base, c'est un produit plutôt canadien. Dernièrement, on travaille avec l'entreprise L'Allemand sur un autre produit microbien, le Lalreis.
Et puis on a aussi travaillé avec DCM par exemple, qui vend des biostimulants souvent sous forme d'amendements organiques. Voilà, donc toujours des biostimulants microbiens. Et puis on a testé d'autres biostimulants, mais parfois une seule année. Et donc c'est compliqué pour donner des résultats fiables. Donc je ne peux pas forcément les citer. Pour cet essai, qu'est-ce qui a été observé sur les poinsettias? Alors, classiquement, on a beaucoup observé l'enracinement. Donc en dépotant chaque plante à intervalles de temps réguliers pour voir l'évolution du système racinaire sur le pourtour de la motte. Donc vous l'avez compris, on appliquait les biostimulants pour essayer de favoriser l'enracinement, donc c'était le premier facteur regardé. Mais évidemment, on a regardé aussi toute la croissance au niveau des parties aériennes, donc la hauteur, le diamètre des poinsettias après pincement, et puis l'aspect esthétique à la fin, évidemment la qualité commerciale des produits. J'ai pu travailler un peu plus précisément sur le sujet depuis 2020 et pour essayer de voir un petit peu plus finement ce qui se passait au niveau de la plante. Donc j'ai essayé de relever plein d'autres variables et notamment la surface de canopée était quelque chose d'intéressant. Il s'agit de prendre une photo de chaque plante par le dessus, vraiment à la verticale, et ensuite avec des analyses d'images on arrive à définir la surface de canopée. Finalement ça donne quelque chose de plus différenciant que le diamètre. Le diamètre sur une plante est toujours un peu difficile à prendre parce que on va prendre d'une pointe d'une feuille jusqu'à la pointe de la feuille opposée en essayant de prendre le plus grand diamètre. Mais sur un poinsettia qui a une espèce de forme de grosse étoile, c'est un peu compliqué. Et puis ce diamètre-là ne représente pas forcément facilement toute la plante. Ou en tout cas, on a des écarts types hyper importants ensuite sur nos graphiques et ça ne nous permet pas de différencier statistiquement les modalités. Tandis que là, avec l'analyse d'image, on a vraiment une surface de canopée. Et donc j'ai montré depuis 2020 que c'était quelque chose de vraiment représentatif de l'efficacité observée des biostimulants. Donc si on revient sur les principaux résultats au fil du temps en fait, de ce projet, sur la dizaine d'années testées globalement, qu'est-ce qui ressort selon toi? Une grande variabilité. Et c'est pas que chez nous. Quand on regarde la bibliographie, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. En conditions réelles, on a du mal à montrer une efficacité qui se tient d'année en année. Après, on était aussi sur des essais en conditions réelles sans application de stress. Ce qui veut dire qu'il est possible que certaines années, les cultures ont été stressées parce que les conditions météorologiques étaient stressantes. Et puis d'autres années, il n'y avait pas de stress, donc tout s'est bien passé. Et c'est un peu ce qu'on a observé. En tout cas, il y a des années qui sont plus différenciantes que d'autres. 2020 était une année justement qui a creusé les écarts entre biostimulants, alors que l'année 2021, qui était un été plus frais, plus pluvieux, on n'a pas vu beaucoup de différence entre les biostimulants. C'est le cas aussi un peu cette année. Est-ce qu'on a eu par exemple déjà des effets négatifs de certains biostimulants? Oui, ça a pu arriver pour plusieurs raisons. Soit dû à une erreur de manipulation, on va dire. Dans le précédent podcast, on parlait justement de mesurer l'électroconductivité des bouillies avant application. Il m'est arrivé d'avoir un produit qui finalement était très concentré, donc la bouillie avait une EC vraiment élevée. Et donc je n'ai pas mesuré l'EC à ce moment-là. Et donc j'ai appliqué le produit et on était sur des journées chaudes. Le substrat n'était pas sec en soi à ce moment-là. Mais l'arrosage suivant a été déclenché un peu tard. On a attendu que les plantes commencent un petit peu à flétrir pour déclencher l'arrosage. Donc on a concentré le produit dans le substrat et on a grillé les racines. Donc ça s'est vu directement, quoi. Au niveau des racines, ça s'est vu et ensuite au niveau du système aérien. Donc là, c'était un biostimulant sur les 10 testés cette année-là. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas inhérent au biostimulant, mais ce n'est pas de la faute du biostimulant. C'est plus dû à une erreur d'utilisation. C'est pour ça que je disais qu'il faut être vigilant. C'était quoi ce biostimulant justement pour que les producteurs fassent attention à comment ils l'utilisent? Alors c'était le Bassfoliar Kelp Bio. Et l'erreur qu'on a faite, c'est que d'habitude on utilisait le Bassfoliar Kelp Oligomax SL. Et le Bassfoliar Kelp Bio est beaucoup plus concentré en algues, ce qui lui confère une salinité bien supérieure. Donc nous on l'a utilisé comme on avait l'habitude d'utiliser le Bassfoliar Kelp Oligomax. On n'a pas forcément fait attention à l'arrosage derrière. Mais en fait, on est vraiment sur des bouillies avec une EC plus élevée, donc on peut griller les racines. Il faut faire attention. Ok. À part cet effet-là négatif, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Oui.
Alors, on a pu en avoir d'autres avec des biostimulants microbiens. Je l'explique pas forcément, enfin c'est difficile de savoir pourquoi. On sait que l'application de certains micro-organismes va pouvoir déprécier légèrement la qualité de la plante. Alors pourquoi ça s'explique parce que si le micro-organisme est là et va stimuler certains processus de la plante, on continue ou quoi, en tant que biostimulant ou sur des aspects plus protection, puisque certains micro-organismes peuvent faire un petit peu les deux, et ben ça peut consommer de l'énergie de la plante. Et donc on peut avoir un effet dépréciateur comme ça. C'est pas systématique bien sûr, mais on a pu l'observer. Mais voilà, ça n'est qu'une hypothèse. Après savoir pourquoi réellement tel ou tel biostimulant a eu un effet négatif. Heureusement c'est quand même assez rare. La plupart du temps, quand le biostimulant n'est pas efficace cette année-là, je ne vois pas de différence avec le témoin. C'est rare quand même que je vois des effets négatifs. Maintenant, on va parler des effets positifs qui ont été observés. Lesquels produits ressortaient davantage ? Alors, dans nos références base foliaire kelp en général, donc que ce soit Oligomax ou BioSL, donc pouvaient ressortir, mais pas forcément régulièrement chaque année. C'est-à-dire qu'il y a des années où c'est pas mal, et puis il y a des années où on voit rien. Et ils sont ressortis ces années-là stressantes ou un peu aléatoirement Un peu aléatoirement. Après, le problème, c'est que en 2020, l'année stressante, c'est là où on a un peu brûlé les plantes avec une mauvaise utilisation du produit, comme je disais. Donc c'est un peu difficile de savoir si le biostimulant aurait pu aider la plante. On a aussi des produits microbiens qui sont plutôt pas mal. Le Vicimico D, commercialisé par Cooper, donc ce sont des dragées que l'on met au fond du trou de plantation. Et donc il contient donc une bactérie et une mycorhize. Et on a pu retrouver la mycorhize au niveau des racines du poinsettia. On a fait des colorations pour l'observer. Et donc c'est un biostimulant qui plusieurs années de suite a donné de bons résultats. Je disais lors du dernier podcast que normalement quand on teste un biostimulant, il faut séparer la partie fertilisante, il faut mettre ça de côté. Le Vicimico D justement contient une part fertilisante puisque la dragée en question c'est de la corne broyée. Okay. Donc c'est un fertilisant organique. Alors à quel point est-ce que ça a favorisé la croissance de la plante par rapport aux micro-organismes? J'en ai aucune idée. Ça, c'est un peu compliqué à dire. Et j'avais pas de pastille de corne broyée à côté pour mettre dans un témoin à part. Enfin, c'est un peu compliqué. Pour aider un peu le producteur à s'y retrouver sur les étiquettes des produits, ça va être quoi justement ces noms qui vont être notés et qui en fait correspondent plus à quelque chose qui va être davantage fertilisant? En tout cas, ça se voit pas comme ça de prime abord sur le flacon, sur l'étiquette principale. À chaque fois, il faut regarder la composition. C'est pas toujours très clair non plus. Donc quand c'est écrit urée, là on comprend tout de suite. Quand c'est enrichi alors en général, ça sur l'étiquette, on peut le voir à l'étiquette principale quand c'est marqué enrichi en oligo-éléments, choses comme ça. Ça veut dire qu'il y a des oligo-éléments qui ont été rajoutés, même si c'est pas de la fertilisation NPK directe, ça reste quand même on apporte des oligo-éléments. Mais sinon, c'est vrai que par exemple, quand on reprend le Vicimico D avec le support de corne broyée, c'était pas forcément évident de prime abord. C'est pas écrit clairement sur l'étiquette et ça n'est qu'en questionnant la firme que j'ai su que c'était un support de corne broyée. Parce que je faisais de la recherche, je voulais savoir ce que c'était. Mais sinon, je suis producteur, j'ai pas vraiment de moyen de le savoir. Un autre produit qui a bien fonctionné, quasiment chaque année depuis le début, c'est le Baseos Leak Endo. Donc qui contient 3 ou 4 micro-organismes, je ne sais plus exactement, il faudra vérifier sur le flacon. Mais c'est vrai qu'on a observé quasiment chaque année un effet positif, qui va être plus ou moins important, mais quasiment chaque année un effet positif. Donc plutôt sur les racines, sur foliaires, sur les deux? Sur les deux, oui, et notamment sur le volume de la plante au final, oui, ça se voyait bien. Et là, il n'y a pas d'éléments fertilisants dans celui-là? Pas à ma connaissance, non. Et je ne pense pas, quand je prépare la bouillie, le C de la bouillie est quasiment la même que le C de l'eau que j'utilise pour faire la bouillie. Donc il ne doit pas y avoir grand-chose. Est-ce que tu as d'autres essais marquants, années marquantes en tête? Alors ce que je peux dire, c'est qu'on a essayé d'appliquer un stress abiotique pour justement mieux mettre en exergue l'effet des biostimulants. Et donc pour ça, on est parti d'essais déjà réalisés à l'INRAE, à côté de chez nous, là, qui travaille sur tomates et qui fait des stress température, parce que c'est un stress qui est bien caractérisé sur la tomate. Donc on a essayé de faire la même chose sur poinsettia, ça n'a pas fonctionné du tout.
Alors pour une raison simple, quand on regarde un petit peu d'où vient le poinsettia, il vient d'Amérique centrale. Les températures élevées, ça lui fait pas vraiment peur. Il vient de régions tropicales. Donc en fait, avec nos températures, on n'a vraiment pas stressé le poinsettia. Je dirais même qu'on l'a plutôt favorisé. Et on peut comprendre pourquoi. Pour faire ce stress température, on a mis ces modalités-là dans un microtunnel avec une nappe chauffante. Donc il y a eu deux effets. Il y a eu l'effet augmentation de la température, qu'on pensait stressante, mais pour avoir une ambiance chaude, le microtunnel, il était fermé. Et donc les poinsettias, on les arrosait correctement et ils transpiraient aussi. Donc finalement, l'hygrométrie ambiante dans le microtunnel était plus importante que ce qu'on pouvait retrouver dans la serre avec la modalité soi-disant confort. Erreur, puisque le poinsettia vient des régions tropicales du Mexique, et donc on l'a dit, il s'en fout des températures élevées, mais lui, il a besoin d'une hygrométrie importante. Donc au final, on a favorisé les poinsettias plutôt qu'on ne les a stressés. C'est les aléas de l'expé. C'est aussi une bonne leçon. Ça veut dire que avant d'utiliser un biostimulant pour combattre un stress, il faut savoir précisément quel stress on veut combattre et si ce stress identifié est le bon par rapport à la culture considérée. Donc c'est-à-dire qu'on a compris que c'était pas les températures caniculaires qui gênaient l'enracinement du poinsettia ou sa croissance en plein été. C'est simplement le fait que l'ambiance des serres était trop sèche. Voilà, donc c'est aussi intéressant de le savoir. Maintenant, est-ce que les biostimulants peuvent avoir un effet sur ce stress-là en particulier? C'est peut-être un petit peu compliqué pour le dire. Peut-être l'effet un peu osmoprotection, osmorégulation, éventuellement. Mais je pense qu'on va aussi essayer de revoir notre essai biostimulant, notre modèle végétal et ce sur quoi on travaille. Mais c'était intéressant d'avoir toute cette démarche en tout cas. Si on revient maintenant sur l'essai qui a eu lieu cette année, donc en 2024, qu'est-ce qu'ont été les résultats? Alors sur 2024, on est sur des conditions météo qui sont quand même assez clémentes. On n'a pas eu de canicule, on a même eu un peu de pluie répartie tout au long de l'été. Donc on sait qu'on n'a pas vraiment stressé la culture, au contraire. Donc vous vous en doutez par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment, on n'a pas vu une grande efficacité des biostimulants. En tout cas, c'est ce que j'appelle une année fade, on n'a pas de grande différence entre les modalités. Malgré tout, je vous incite à lire le compte-rendu, puisqu'on a toujours des petites choses qui ressortent. Mais voilà, quand on parle de système assurantiel, c'est typiquement une année sur laquelle j'aurais pu ne pas utiliser de biostimulant, à mes risques et périls, puisque s'il y avait eu un stress, ça aurait été la même chose. Mais voilà, techniquement, ça m'a pas apporté un grand plus. On va dire que ça m'a apporté de la sérénité cet été, au cas où un stress se déclarait. Voilà, c'est plutôt ça. Si j'étais producteur, c'est ce que ça m'aurait apporté. Et concernant le projet plus en général, ça va être quoi la suite? Alors on est encore en réflexion, puisqu'on le voit, l'essai tel qu'on le menait n'était pas vraiment idéal, à mon avis, pour tester les biostimulants. Donc maintenant qu'on comprend un petit peu mieux comment ça fonctionne et puis aussi notre culture, ce qui stresse vraiment notre culture, je pense qu'il faut qu'on réoriente l'essai. On a commencé à y réfléchir avec l'équipe XP ici à Sport Sud-Ouest, mais j'ai pas encore de modèle en tête à vous communiquer. Donc c'est un petit teasing comme ça, vous aurez. Il faudra suivre un petit peu et venir voir les essais qu'on mène à la station pour voir comment on a réorienté ces essais-là. On arrive à la fin de ce podcast. Alors en dernier mot, Nicolas, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser des biostimulants en production de poinsettia? Alors on l'a vu et on l'a identifié avec notre analyse pluriannuelle sur le poinsettia. Ce qui est stressant au niveau climatique, c'est l'hygrométrie ambiante. Donc techniquement, j'aurais envie de dire un producteur qui a un FOG en place dans ses serres ou qui hésite pour s'équiper d'un tel système, il faut peut-être qu'il fasse ça en priorité. Cela dit, c'est pas quelque chose dont tout le monde dispose, donc ça peut être un moyen, en utilisant les bons biostimulants, d'économiser un FOG, bien sûr. Après, c'est une vraie question, quand on utilise un biostimulant, un producteur il va avoir une raison de l'utiliser. Ça peut être justement pour améliorer l'enracinement de boutures ou des choses comme ça.
Il faut savoir à quoi on s'adresse, sur quelle plante et tout. Et évidemment, la réponse va être différente en fonction de la plante. Et c'est quelque chose qui, je crois, est ressorti dans la littérature. C'est qu'on a certainement une réponse génétique aussi aux biostimulants. En fonction des plantes, on ne va pas avoir la même réponse. Voilà, parfois on va rien voir et parfois on va avoir un bon effet. Il faut essayer. Et on n'est pas obligé aussi d'appliquer les biostimulants tout le long du cycle de culture. Alors, quand on a identifié justement ce qu'on recherche, quel stress on essaye de pallier, ainsi de suite, on peut appliquer les biostimulants à ces moments-là. Autre chose, il y a des biostimulants qui permettent de récupérer après un stress. On a vu dans le podcast précédent qu'il y avait des biostimulants qui aident en éliminant les espèces réactives de l'oxygène. Donc elles vont diminuer le stress et améliorer la récupération. C'est des biostimulants qu'on peut avoir dans son armoire et pour les utiliser le moment venu juste après un stress. C'est maintenant la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. Si vous avez des idées ou commentaires pour un prochain sujet, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail sud-du6ouest@astredor.fr. Ce podcast a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine.